Je suis le commandant Dubreuil. J'ai volé sur Mirage 4 après avoir commencé ma carrière opérationnelle sur Super Mystère B2. Mon premier vol sur Mirage 4 en septembre 1975 et le dernier, c'était ici au CIFAS, et le dernier à Mont-de-Marsan à l'EB191 en mars 1987, ce qui m'a permis d'effectuer 1990 heures de vol sur les deux types d'avions 4A et 4P, dont 500 heures de nuit et plus de 450 ravitaillements. Donc, j'ai eu l'occasion de voler sur ce Mirage 4 numéro 11, qui à l'époque était encore Mirage 4A, avant d'être transformé Mirage 4P dans les années 87. Cet avion n'appartient pas au CAEA, mais il est exposé à l'entrée de la base aérienne 106 de Mérignac. Et il a été restauré, nettoyé et repeint dans un hangar où il est actuellement abrité en vue des cérémonies du 60e anniversaire des premières prises d'alerte stratégiques à Mont-de-Marsan en 1964. Donc un petit tour rapide de l'avion, ses dimensions à la louche, 24 mètres de long, 12 mètres d'envergure et 6 mètres de haut. On va partir de l'arrière, les deux tuyères à volet variable, chaud et froid, bien entendu, pour la post-combustion, 6 tonnes 7 pour chacun des réacteurs Atar 9K. On va trouver le logement du parachute, les deux portes qui s'ouvrent, le drapeau, bien entendu. Tant qu'on y est, la dérive. Une particularité, il y a 500 litres de carburant dans la dérive, soit 400 kg. Et comme c'est tout à fait à l'arrière de l'avion, cette masse peut être transférée ou l'ordre de transfert va varier en fonction de ce que l'on souhaite pour le centrage de l'avion, pour être plus ou moins rapide et plus ou moins bien centré pour le vol supersonique. Marqué par une bande rouge, l'antenne HF, antenne haute fréquence, qui permettait des portées radio à très grande distance et qui était utilisée entre autres pour l'engagement pour les missions stratégiques. On en parlera tout à l'heure. Des écopes, une à gauche et une à droite en haut, une seule en bas, qui permettaient de refroidir les tuyères qui étaient soumises à de très fortes contraintes thermiques pour les vols supersoniques prolongés. À l'arrière des écopes, on va trouver cette espèce de demi-sphère qui est un détecteur d'alerte radar. À gauche, il va surveiller le secteur arrière gauche, à droite, le secteur arrière droit. On verra tout à l'heure par où sont surveillées les menaces venant du secteur avant gauche et avant droit. On continue vers l'aile. À la différence du Mirage 3, il n'y a que deux élevons qui sont conjugués bien entendu et qui vont gérer la profondeur et profondeur et gauchissement ou gauchissement pur. Chaque élevon, on en parlera plus en détail pour les commandes de vol, très novatrices de cet avion. Chaque cerveau-commande, une par élevon, est capable de développer plus de 11 tonnes d'effort. C'est la puissance nécessaire pour voler à Mach 2. On va continuer sur l'aile. Le détecteur d'alerte qui va couvrir donc le secteur avant gauche, pour détecteur d'alerte radar. On voit le bord d'attaque qui est très droit et très rectiligne par rapport à un bord d'attaque de Mirage 2000 qui a un enroulement beaucoup plus marqué en fin d'envergure. Ceci était dû au fait que les performances recherchées étaient la grande vitesse et le grand Mach. Et très curieusement, de façon très intéressante, cette configuration à forte incidence amène des tourbillons d'air qui viennent s'enrouler tout autour du bord d'attaque et qui viennent recoller l'écoulement d'air sur l'extrado, assurant un très grand confort, une très grande facilité à l'atterrissage. Le même phénomène a été retrouvé sur le Concorde, pour les mêmes raisons. On retrouve ici la fente pour éviter les propagations de décrochage sur toute l'envergure et contrer l'effet d'e-pitch-up. La même fente existe sur le Mirage 3. On en parlera plus tard. Sur le 2000, ça n'existe pas parce que les commandes électriques interdisent ce genre de phénomène mécanique du vol incontrôlé. On va revenir sous le fuselage. Une des particularités à l'arrière du fuselage, une des particularités de cet avion était ses capacités guerre électronique et entre autres sa capacité à emmener en interne plus de 100 cartouches
paillettes électromagnétiques ou cartouches infrarouges pour se protéger des missiles à guidage électromagnétique ou à guidage infrarouge. Une spécificité également du Mirage 4 et sa spécificité originale et jusqu'au bout. Ici, elle est obturée par un plancher parce que c'est un Mirage 4P. Il faut imaginer que sous ce plancher, il y a une voûte semi-circulaire et très effilée dans laquelle était installée soit la bombe nucléaire, la N21 ou la N22, soit un bidon supplémentaire supersonique non largable, soit un conteneur photo CT52 avec 8 caméras, 4 pour la haute altitude, 4 pour la basse altitude. Cet armement, entre guillemets, ayant consisté dans la mission opérationnelle pour les dernières années de vie du Mirage 4P. Actuellement, c'est un plancher extrêmement robuste qui est installé, sous lequel venait se fixer un lance-missile, et sous ce lance-missile était attaché le missile ASMP, air-sol moyenne portée, missile nucléaire, qui a équipé le Mirage 4P avant de passer sous Mirage de Milène, puis sous Rafale, sous sa version ASMP-A. On s'intéresse maintenant à ce qui se passe pour les autres points d'emport. Il y a à l'emplanture, ici, il y avait un point très, très solide qui avait été conçu au départ pour emmener, pour des missions classiques, des bombes à chute libre, des bombes de 400 kg, qui, je crois, jamais, je ne crois pas, je suis sûr, n'ont jamais été utilisées au niveau opérationnel. Sont installés également ici, on en parlera tout à l'heure, les bâtis JATO, Jet Assisted Takeoff, qui sont des moteurs fusées qui permettent de donner de meilleures performances au décollage par temps chaud. Donc installés ici. On reviendra sur le train tout à l'heure. Le deuxième point d'emport, le point 1 de voilure, juste à l'extérieur, bien entendu, du train, point dédié exclusivement à l'accrochage des réservoirs supplémentaires, réservoirs de 2500 litres, chacun, bien sûr, vidangeable en vol et également ravitaillable en vol, bien entendu. Et puis le deuxième point d'emport, qui est ici, qui est juste à la hauteur de la fente de l'entaille de bord d'attaque, qui était le point d'emport 2, dédié exclusivement à l'emport de moyens de contre-mesure externes, soit des paniers Lanceleur, FIMAT ou Buzz, droite ou gauche, soit des détecteurs brouilleurs, CT51, Barax, Barracuda, qui ont équipé l'avion au fil de ses transformations au fil de sa vie. Voilà un petit focus sur les trains d'atterrissage principaux de l'avion. On voit que par rapport à un Mirage 3, ils sont forcément beaucoup plus gros et beaucoup plus hauts surtout, puisque compte tenu de la longueur de l'avion et de l'assiette qu'il va prendre pour décoller et pour se poser, il faut forcément qu'il soit relativement haut sur ses pattes pour que le croupion à l'arrière ne frotte pas la piste. Donc on va trouver un fût de train conséquent, un vérin qui le fait reculer, on en parlera un petit peu comme sur le Mirage 3E ou le Mirage 5, et un système de verrouillage, une contrefiche briseuse qui est beaucoup plus robuste que le vérin à griffe utilisé sur le Mirage 3, parce qu'elle a beaucoup plus d'efforts à prendre. Il y a un marquage particulier, orange, que l'on voit de l'autre côté. La cinématique du train est que quand il le sort de sa soute, avec cette porte ici ouverte, il sort à cette hauteur-là. Il y a un marquage, le pantalon de l'autre côté est peint en orange, et le centre du train ici, de la traverse de train ici, est peint en orange également. Une séquence de train normale, quand le train est verrouillé, c'est détecté au niveau du verrouillage de la contrefiche. À ce moment-là, on envoie de l'hydraulique dans ce vérin qui sort, et on expédie le train vers l'arrière, ce qui permet à l'avion de ne pas passer sur le cul, passez-moi l'expression, dans certaines configurations. Et un des moyens, s'il y a des anomalies de signalisation train, puisque les pannes de train sont malheureusement arrivées de temps en temps sur cet avion, c'était envoyer passer devant la tour de contrôle ou envoyer un avion d'observation, l'avion d'alerte par exemple, et demander au pilote, même s'il ne connaissait pas le Mirage 4, de dire est-ce que la partie orangée des pantalons de train est superposée avec la partie orangée du fût de train. Si la réponse était non, c'est en arrière, on pouvait se dire le train est à coup sûr verrouillé, puisque ce qui donne l'ordre à ce vérin de reculer le train, c'est le verrouillage effectif du train. Et c'est ça qui compte, c'est ce verrouillage-là qui est le plus important.
On va poursuivre sous le ventre de cette noble bête. On va trouver un certain nombre de portes, l'antenne UHF. On va trouver ici un radome de grande dimension sous lequel, c'est le même radome sur le 4A et sur le 4P, enfin sous le 4A et sous le 4P, à l'intérieur duquel est abritée une antenne à fente, mais de radars qui sont très différents. Le DRA 8A du 4A et l'Arcana du 4P sont des radars de conception très différentes. L'Arcana est beaucoup plus performant avec déjà à l'époque des traitements Doppler assez élaborés. On va retrouver ici une porte de soute, un feu éclat qui n'existe, anti-collision qui n'existe que sur le Mirage 4P. Ici existait autrefois une antenne plate, l'antenne Doppler, qui n'existait que sur le Mirage 4A et qui permettait de mesurer la vitesse sol de l'avion et son vecteur de déplacement. On continue. Avant de parler si on va faire le train avant, donc on a fait les trains principaux, alors on va trouver de nouveau, on va trouver un train extrêmement haut, le même principe de verrouillage par contrefiche briseuse, et une nouveauté pour les avions de combat qui existait déjà sur le Vautour, un train monotrace. C'est cette biellette qu'on voit ici, qui est actionnée avec des renvois et des cardans par un petit volant à droite et qui permettait d'orienter la roulette de nez, les deux roues, enfin le bogie de l'avion, ce qui lui permettait de se déplacer, de rouler au sol relativement facilement. C'est un avion qui est lourd et sans cette orientabilité du train avant, ça aurait été très compliqué de rouler au sol correctement et confortablement, surtout pour l'avion. Ici, les entrées d'air dessinées pour le haut supersonique. On va retrouver, il y en a une qui est restée entrouverte d'ailleurs, peut-être collée par la peinture, on retrouve 5 petites trappes ici qui s'ouvrent avec la dépression du réacteur, tant qu'on ne va pas suffisamment rapidement au sol par exemple, et qui complémentent l'alimentation en air du réacteur, parce que la section ici est assez faible. Une des particularités des manches d'entrée d'air, c'est que de l'entrée d'air avec les souris qui vont bouger en fonction du supersonique jusqu'au début du réacteur, il n'y a pas loin de 6 mètres. Et 6 mètres de manche, ça veut dire que c'est un avion, des réacteurs qui sont extrêmement sensibles au décrochage compresseur. Donc cet avion, il fallait manipuler entre autres la post-combustion avec pas mal de précautions. L'adage, c'était mini-PC, mini-connerie, maxi-PC, maxi-connerie. On continue vers l'avion. On va trouver ici la glace du dispositif optique asservi. Ça n'est jamais qu'un périscope à l'envers, en bon grec un hyposcope, qui permettait, il est stabilisé en roulis et en tangage, avec un viseur et une croix, qui permettait au navigateur, si on passait à proximité de la verticale d'un point de repère visible et de coordonnées parfaitement connues, de recaler le système de navigation gyroscopique puis à inertie du 4P de façon extrêmement précise et surtout extrêmement discrète. Bien entendu, il fallait avoir la vue du sol. On continue, le phare d'atterrissage, comme sur le 3C. Un petit peu plus haut, le phare de ravitaillement en vol qui permettait d'éclairer la perche pour les ravitaillements de nuit. Un certain nombre d'antennes, encore une antenne pour le détecteur de radar, qui permettent de dire non pas où sont les radars, mais quel est le type de radar que l'on a détecté. Les 2 tubes pitot qui donnent les indications de vitesse pour la centrale anémo, la vitesse R. Et ici, 2 antennes en moussage, c'est les antennes à Gasol, qui étaient un détecteur brouilleur pour les ondes entretenues pures, les ondes CW, qui étaient utilisées entre autres pour la conduite de tir du missile soviétique SA-6. Très redouté. Les Israéliens en ont fait la malheureuse expérience en 1973. Et puis on termine avec la perche rigide qui se termine par le gland par lequel était réalisé le ravitaillement en vol, puisque les missions du Mirage 4 ont imposé dès le début, vu la distance des objectifs, ont imposé dès le début la nécessité du ravitaillement en vol. Alors à propos du ravitaillement en vol, il faut déjà signaler que cet avion a des capacités d'emport en carburant qui n'ont jamais, y compris sur le Rafale, qui n'ont jamais pu être atteintes depuis à ce jour. Par exemple, dans le fuselage, uniquement dans le fuselage, il y a 10 000 litres de carburant. Dans les ailes, il y en a 4 000, 2 000 par aile.
Et dans les bidons, il y en a 5000, 2500 par réservoir, hein. Ce qui fait qu'en mission de guerre, nous partions donc avec 2 bidons, voilure et fuselage plein, nous partions avec 19 000 litres de carburant. La consommation étant ce qu'elle est, la longueur des missions également, il fallait procéder bien entendu au ravitaillement en vol qui, au début du Mirage 4 et même à la fin, se faisait essentiellement sur KC-135, enfin C-135F, qui étaient les 12 ravitailleurs achetés par la France aux États-Unis. Et puis après, à l'époque du 4P, et surtout des missions photo, des ravitaillements ont été effectués sur d'autres tankers, d'autres pays, hein, américains, canadiens, anglais. Le ravitaillement se faisait en introduisant l'extrémité de la perche dans un panier, pas n'importe où dans le panier, il fallait viser le demi-diamètre du panier, c'est-à-dire en gros 30 cm, hein, pour les vieux, l'équivalent d'un disque. Et si on tapait un peu plus haut, à côté il ne se passait rien. Si on tapait un peu plus haut, le panier basculait, saluait, on en tapait violemment sur la perche et il fallait recommencer. Une fois enquillé, il fallait jouer pour former un beau S avec la partie souple qui terminait la perche de ravitaillement du tanker. Et le pétrole coulait en début de ravitaillement à un bon 1200 kg, presque 1500 litres à la minute. Le débit diminue au fur et à mesure que les orifices de remplissage de différents réservoirs se ferment, parce que bien entendu, moins il y a de clapets ouverts, plus le débit est faible. Comment ça se passait? Quand l'avion était léger, il fallait commencer en plein gaz sec, 2 manettes, 2 moteurs. Donc on commençait, disons, vers 8000 tours. Et puis petit à petit, on avançait les manettes progressivement jusqu'au moment où on se rendait bien compte que la poussée des 2 moteurs en plein gaz sec était insuffisante. Et là, il y avait le premier obstacle à surmonter. Ce n'était pas toujours très facile. Ça consistait à soulever une manette pour passer en mini PC en réacteur tout en réduisant l'autre. Parce que un réacteur plein gaz sec, l'autre mini PC, du coup, on se retrouvait trop puissant. Donc on arrivait à jouer petit à petit, à ramener petit à petit le réacteur en plein gaz sec, en régime intermédiaire à plein gaz sec, tout en pilotant la PC du réacteur en PC. Et au bout d'un moment, ça ne suffisait pas. Donc il fallait simultanément passer la PC sur le deuxième réacteur et réduire la PC sur le réacteur qui était initialement en PC. Et puis ensuite, on continuait à remplir l'avion. Et ça pouvait finir, j'ai des souvenirs où en fin de ravitaillement, l'avion complètement plein, imaginez la perche devant, le beau S du panier, donc on avait les 2 réacteurs pleins PC. Malgré ça, l'avion reculait imperceptiblement, le tuyau qui faisait un S se tendait, devenait tout droit, donc il offrait moins de résistance. C'est l'avion qui pousse le panier. Le tanker, il ne fait rien du tout en l'occurrence. Donc la traînée devenait un petit peu inférieure et on avançait doucement et on arrivait à former le S. Et on arrivait à rester comme ça de temps en temps pendant plus d'1 minute, puisque pour certains ravitaillements, on avait l'obligation, pour les missions de guerre entre autres, à partir l'avion complètement plein, c'est-à-dire avoir le pétrole prévu en fin de l'axe de ravitaillement. Pour la petite histoire, en fin de ravitaillement à 6500 mètres d'altitude, l'avion avec les 2 moteurs en post-combustion a un débit instantané consommé pour ce réacteur qui est à peu près équivalent à celui que lui transfère le Mirage 4, le C-135, pardon. Alors, on apprenait sur Mirage 3, on faisait nos premiers contacts sur Mirage 3, on ne prenait pas de pétrole, hein, c'est des contacts dits secs. Et je me souviens que ce n'était pas facile parce que le Mirage 3 est un avion qui est extrêmement vif et pas très stable. Et très bizarrement, sur le Mirage 4, c'était beaucoup plus facile d'enquiller parce que l'avion est beaucoup plus stable, il a d'excellentes commandes de vol, on y reviendra plus tard. La complexité venait par le fait que quand on restait 10 minutes pour faire un plat complet, 10 ou 11 ou 12 minutes pour faire un plat complet, l'avion s'alourdissant, il fallait sans cesse modifier la motorisation. Et là, par contre, quand on finit à plus de 30 tonnes, l'avion est très lourd, il a une énorme inertie, et il ne faut pas se tromper. Si on adopte la puissance un petit peu trop tard, si on avance la main un petit peu trop tard, du coup, on décroche, on sort du panier, il faut recommencer. Et là, c'est compliqué, de temps en temps, ça n'en vaut pas la peine. S'il reste 1 minute, c'est pas la peine de réessayer. On va consommer encore du carburant à courir après le panier, alors qu'on n'a pas la certitude de finir le ravitaillement.
En comparaison, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de ravitaillement sur Mirage 2000. Pour le coup, l'avion est extrêmement agréable. Il a des commandes électriques. C'est un avion qui est encore plus facile que le Mirage 4. Et surtout, il a un réacteur qui est beaucoup plus puissant en plein gaz sec. Il n'y en a qu'un seul, ça divise par deux les problèmes. Et il est très réactif à la manette. Donc la gestion de la quantité de carburant à gérer et de la motorisation est beaucoup plus facile sur le Mirage 2000. Même si on prend bien entendu beaucoup moins de carburant, hein. Voilà, nous allons en venir maintenant, après la facilité relative de pilotage de l'avion au ravitaillement en vol et à l'atterrissage. Outre les qualités aérodynamiques de l'avion, il y a essentiellement la qualité de ses commandes de vol. Le Mirage 4 a été le premier avion à avoir un pilotage normal en pilotage électrique. C'est-à-dire qu'entre le manche pilote et les timoneries et la cerveau qui fait bouger l'aileron, il n'y a pas de liaison mécanique, mais uniquement une liaison électrique. On va essayer d'expliquer pourquoi et comment. Et en mode secours, et uniquement en mode secours, on peut imaginer le pilote bouge son manche. Il y a une petite cerveau intermédiaire pour aider à vaincre les frottements des différentes tringleries, guignols et autres accessoires. Et il vient directement, par le manche, on vient directement faire bouger les tiroirs qui autorisent le liquide hydraulique, la pression hydraulique, à aller d'un côté ou de l'autre de la chambre et à faire monter ou descendre l'aileron. Ça, c'est uniquement le mode secours. En mode électrique, qui est le mode que j'ai utilisé pendant 2000 heures de vol sur cet avion, je n'ai jamais utilisé le mode secours que pour m'entraîner. Il ne se passe pas du tout il se passe la même chose, plus exactement au niveau pilote. On continue toujours à bouger le manche, sauf qu'ici, la tringle, quand elle arrive au niveau de la servocommande, elle n'attaque pas la servocommande. Elle est débrayée de la servocommande et il y a simplement un capteur de position, un petit capteur électrique qui va informer le calculateur, le rack cerveau, qui va dire la position de la commande, de la tringle, commandée par le pilote, elle est à tel endroit, elle est à tant de millimètres par rapport à sa position d'équilibre. Et c'est le calculateur qui va dire le pilote a déplacé sa timonerie de temps, moi je dois déplacer la gouverne de tant de degrés. Le calculateur va envoyer un ordre à un moteur électrique qui, lui, va déplacer les tiroirs qui vont admettre la pression hydraulique dans les chambres de la servo, faire bouger la servo, jusqu'au moment où le capteur de position de la gouverne va dire au calculateur, ça y est, l'ordre du pilote a été accompli, l'aileron est à la bonne position. Alors l'intérêt de ce système, c'est qu'on peut mettre plein de filtres, on peut ajouter à l'ordre du pilote, on peut ajouter des ordres d'amortissement. Par exemple, si l'avion oscille, il y a un petit gyromètre qui va voir que l'avion a oscillé, alors que la tringle de commande, le pilote n'a pas bougé son manche. Manifestement, c'est qu'il y a une turbulence, une oscillation de l'avion, et à ce moment-là, le calculateur va voir qu'il n'y a pas de déplacement de la gouverne pilote, que le gyromètre a bien détecté un mouvement qu'on peut appeler mouvement parasite, et il va envoyer un ordre toujours par le moteur électrique qui va commander la servo de puissance, il va envoyer un petit ordre correcteur. Bien entendu, avec une autorité en degrés bien plus limitée que ce que peut demander le pilote. Alors, il se passe la même chose pour la profondeur, pour le gauchissement et également pour la direction. Le système n'est pas si loin du Mirage 2000, sauf que le Mirage 2000 n'a pas de secours mécanique. Ce secours mécanique a été démonté du prototype du Mirage 2000, je crois, à partir du 13e ou 14e vol. À partir de là, au lieu que le calculateur aille chercher qu'est-ce que veut fabriquer le pilote en bougeant sa timonerie en avant de la servocommande, il va chercher directement l'information ordre pilote au pied du manche. De toute façon, il ne peut pas la chercher ailleurs puisqu'il n'y a pas de tringle sur le 2000. Un avion à aile delta qui n'a pas de volet de bord d'attaque ou de bord de fuite, pour décoller, a besoin d'augmenter sa portance. Pour augmenter sa portance, il va augmenter son incidence, il va augmenter son assiette. Avec un avion très lourd, en mission de guerre, quand il fait très chaud, et sur un avion d'altitude, l'avion va accélérer un peu plus lentement que d'habitude, parce que les réacteurs poussent moins. Quand il va arriver à la vitesse à laquelle il faut monter le nez pour augmenter l'incidence et pouvoir décoller, eh bien la traînée liée au fait que l'incidence est plus forte et qu'on offre plus de résistance salaire va être telle que l'accélération de l'avion pendant le décollage va considérablement diminuer. Et on risque de
manger des centaines de mètres de piste et donc de dépasser l'extrémité de piste avant d'avoir pu décoller. Pour contrer ce phénomène, étaient montés par temps chaud des bâtis-jateaux. C'était 2 supports pas très jolis, c'était des gros tubes en acier rouge, un sous chaque emplanture. Sous chaque bâti étaient montés 6 jateaux, 2 à l'avant, 2 au milieu, 2 à l'arrière, qui s'allumaient par 3 salves. Les 4 avant, si je prends en compte l'aile droite, les 4 du milieu et les 4 arrière. Et cela permettait, au moment, on calculait sur les tables de performance, au moment où on allait lever le nez, la vitesse à laquelle on allait lever le nez, et une dizaine de nœuds, une vingtaine de kilomètres/heure avant, on appuyait sur un bouton de mise à feu jateau, et ça permettait, au moment où on allait augmenter la traînée de l'avion pour décoller, que l'équivalent d'un quasi troisième réacteur vienne nous aider, et vienne nous aider pendant en gros une quinzaine de secondes. Pour les missions de guerre, une fois les derniers pots ayant fini leur combustion, dans l'axe de piste, on larguait les bâtis et on poursuivait notre mission. En entraînement, bien entendu, on n'allait pas foutre en l'air des bâtis, donc on revenait avec. Et simplement, les limitations avion, les limitations de vol étaient plus sévères. De mémoire, il ne fallait pas dépasser 450 nœuds, 900 km/h. Pleine PC, dans un bruit d'enfer. Oui! Ça, c'était mon décollage Jateau, commenté par mon camarade Desbourdes. Maintenant, un T-33, et me revoilà à l'atterrissage. Ça va être très doux, mais je me suis posé un petit peu long. Voilà, fumée des pneus qui touchent le sol, et le parachute qui sort, pour s'arrêter dignement un petit peu plus loin. Et voilà, je suis revenu au parking. Tel le héros du jour, je descends mes marches, tout guilleret. Donc, comme tout bombardier, si on veut que la bombe arrive à l'endroit prévu, il faut savoir où elle doit aller. Donc ça se prépare au sol. Il faut également savoir où est l'avion au moment où on va larguer l'arme, en connaissant en gros quelles vont être les caractéristiques de la trajectoire de l'arme une fois qu'on l'a larguée, en ce qui concerne le Mirage 4A. Donc déjà, la navigation sur le Mirage 4A, la base de la navigation, c'était une centrale gyroscopique très élaborée, beaucoup plus élaborée que celle du Mirage 3 ou même du Mirage F1C, qui donnait l'orientation, qui donnait le cap de l'avion, la route de l'avion. Associé à ceci, on en a parlé tout à l'heure, un radar Doppler qui permettait de mesurer par la variation de l'effet Doppler la vitesse sol de l'avion et sur quel axe l'avion se déplaçait. Donc ça permettait d'obtenir, en intégrant, si on sait que j'ai recalé mon système gyroscopique plus Doppler à l'entrée de piste, je sais où je suis, c'est les coordonnées de l'entrée de piste. À partir de là, je lâche les freins. La centrale gyroscopique est bien alignée, je me suis aligné sur l'axe de piste, c'est ce qu'on faisait sur Mirage 4A. Le navigateur enclenchait le suivi Doppler à partir de mémoire 220 ou 240 nœuds. En dessous de cette vitesse, le Doppler accrochait mal, les performances étaient mauvaises. Et à partir de là, on connaît à tout moment la vitesse de déplacement de l'avion et sur quel axe il se déplace. Donc si on connaît le temps pendant lequel on s'est déplacé sur quel axe, au bout de tant de minutes au Cap Nord, je sais que j'ai fait tant de... Je peux recalculer ma position. Au bout d'un certain temps, tout a dérivé. La centrale gyroscopique, elle a pu laisser passer quelques pouillèmes de degrés. Le Doppler a peut-être sous-estimé, surestimé un tout petit peu la vitesse ou mal maîtrisé la mesure de la dérive. Donc il faut recaler ce système. On peut le recaler de 2 façons différentes, à vue, de façon très précise. Le navigateur, plus exactement, pouvait faire ce recalage de façon très précise avec le DOA. Donc il avait préparé un repère visible
et il matérialisait sa position par rapport à l'avion à l'aide du dispositif optique asservi. En bref, il mettait sa croix de viseur sur le point et quand ça passait à la verticale, il donnait des ordres au pilote pour qu'on passe bien vertical. Quand le DOA lui disait top vertical, il appuyait sur recalage. Et à ce moment-là, la position théorique de l'avion était comparée avec la position réelle, la position de la verticale, et on pouvait recaler le système. Bon, ça marche bien si on n'est pas trop haut, s'il fait beau. Quand il ne fait pas beau ou qu'on est haut et qu'on veut recaler loin, on utilise un recalage radar, que ce soit sur le 4A ou le 4P. Le radar DRA 8A de mémoire du Mirage 4A avait une portée extrêmement importante, parce qu'il était très puissant. De mémoire, on pouvait recaler en mission de guerre, les premiers recalages, on pouvait les faire presque à 100 nautiques, presque à 180 km parce qu'on était en altitude. Alors en contrepartie de cette puissance, la précision n'était pas extrêmement importante, donc isoler un point très précis, un pont, la pile du milieu du pont, c'était quasiment impossible. La définition de l'image ne le permettait pas. Donc le recalage était forcément un petit peu imparfait. Et par ailleurs, s'il portait très loin, ce radar, il était extrêmement indiscret. Donc, avec un recalage radar, toutes les stations d'écoute du territoire sur lequel on voulait aller, si elles étaient équipées, elles pouvaient être très rapidement informées du fait qu'un avion comme Mirage 4A arrivait. Par contre, le radar DRA 8A du Mirage 4A sur 4P a été remplacé par le radar Arcana, qui portait moins, mais ça avait beaucoup moins d'importance, et qui avait une bien meilleure définition d'image, ce qui permettait de cibler, de pointer un endroit très particulier d'un point de repère au sol. Ça pouvait être sur une centrale nucléaire ou sur un dépôt de carburant. Ça permettait d'isoler pratiquement un de ces gros réservoirs de carburant qu'on trouve à côté des raffineries. Et pour la haute altitude, et également pour la basse altitude, c'était les débuts du traitement Doppler, de radar cohérent pour affiner encore l'image, malgré la vitesse de l'avion et les différents bruits ou effets de sol de l'image radar, de l'affiner pour avoir, quelles que soient les conditions, une image qui était très belle. On pouvait presque compter les piles d'un pont, d'un grand pont, certes. Alors la bombe qui était la raison d'être du Mirage 4, puisque Gérald de Gaulle avait voulu une force de dissuasion matérialisée par une bombe nucléaire et pour laquelle il fallait à l'époque un porteur. Il n'y avait pas encore de missiles, sol-sol ou mer-sol. Et donc le porteur était ce formidable Mirage 4. Donc la bombe, on l'a vu tout à l'heure, encastrée dans la voûte sous le fuselage. Il y a eu différentes versions de la bombe nucléaire, la N21 puis la N22. Toutes ces bombes, au départ, étaient tirées en haute altitude. À l'époque, un avion volant à Mach 2 et à 15 000 mètres d'altitude était assez peu vulnérable. Donc, une fois le point de largage déterminé, on a vu comment on y arrivait avec les recalages, radar en l'occurrence en altitude, la bombe était larguée, elle était expulsée, et elle poursuivait sa course en supersonique, puisqu'on la tirait à Mach 2, et sa portée était de la classe de 20 km en chute libre, jusqu'au moment où elle explosait au-dessus du sol. Assez rapidement, on s'est rendu compte, et ça a été une des raisons ensuite de passer au Mirage 4P, qu'un avion à 15 000 mètres, même à Mach 2, était vulnérable, essentiellement d'ailleurs par des missiles, des SA-2 russes. Donc on a imaginé une autre façon d'attaquer les cibles, qui était d'arriver très bas, puisqu'à l'époque, les systèmes de défense aérienne n'étaient pas capables de voir les avions qui volaient très bas. Il n'y avait pas d'AWACS. Et donc, on a transformé la N22 à l'époque en un mode qui lui permettait d'être tiré, puis freiné. L'animation va vous le montrer. Donc, l'avion arrive extrêmement bas. Il se recale, donc c'est un peu plus compliqué parce qu'on a le radar porte moins loin. Une fois qu'on a déterminé à quel endroit, en fonction de la vitesse de l'avion, du dernier vent mesuré, à quel endroit on va pouvoir cabrer, le calculateur donne un ordre de cabrer à l'avion. Et au bout d'un certain nombre de secondes, de l'ordre de 5-6 secondes, la bombe est expulsée de l'avion, qui est toujours encabré, et elle est immédiatement freinée par un parachute. Donc elle glisse en arrière de l'avion. L'avion passe sur le dos, met le nez vers le sol et fiche le camp basse altitude. La bombe est freinée par son parachute, ce qui permet de déterminer une explosion toujours au-dessus du sol
quand l'avion est suffisamment loin pour ne pas périr durant l'excès de l'ex par les effets de sa propre bombe. Oui, la mission de dissuasion nucléaire, ça consiste, et pourvu que ça dure, essentiellement à s'y entraîner et à prendre l'alerte au cas où on ait besoin d'être scramblé, de nous donner l'ordre de décollage, parce qu'effectivement, un risque considérable. Donc nous avons tous passé des heures, des jours, des semaines, fractionnées bien entendu, en alerte, qui consistait à avoir un avion en configuration de guerre, c'est-à-dire les bidons, la guerre électronique, l'avion plein, l'arme accrochée et l'ensemble protégé sous un abri enterré ou un abri en béton, en zone d'alerte, en bout de piste, pour pouvoir être capable de décoller dans les délais les plus brefs. Pour que ce système fonctionne, il faut bien imaginer qu'il y a toute une équipe. Il n'y a pas que le glorieux équipage, on n'est jamais qu'un petit morceau de la chaîne. Donc autour de l'avion en alerte, il y avait le navigateur, le pilote, bien sûr. Il y avait les mécaniciens avions, 3 mécaniciens, un mécanicien moteur, un mécanicien cellule et un sécurité sauvetage ou un mécanicien radio système qui, entre autres, nous aidait à courir à l'avion, à grimper à l'échelle et à s'installer le plus vite possible. Il y avait également les pompiers, parce que quand on a une bombe nucléaire accrochée sous l'avion, il ne faut en aucun cas qu'il puisse avoir un incendie. Donc il y avait toujours une permanence incendie. Ceci dit, le risque numéro 1, sans trahir de secret, avec cette bonne vieille chose qui était l'ANM-22, ce n'était pas le nucléaire, c'était le système de refroidissement, de conditionnement à l'ammoniac liquide. Et on savait que dans un lieu fermé comme était l'abri, avion, si jamais il y avait une grosse fuite d'ammoniac, il fallait détaler, parce que si on n'avait pas le scaphandre autonome, on allait mourir très rapidement. Ceci dit, donc, outre l'équipage, les mécaniciens, les pompiers, il y avait également le gendarme qui était là, qui vérifiait que l'armée de l'air n'en prenne pas des aises avec le pouvoir politique, Arma Cédante Togé. Et puis il y avait tout un tas d'autres personnes qui étaient là 24 heures sur 24 également, dont par exemple les cuisiniers du petit mess d'alerte qui nous servaient d'excellents repas, de très belles omelettes norvégiennes quand on prenait l'alerte par exemple pour le 1er de l'an. C'est une époque dont je garde de beaux souvenirs, parce qu'on apprend à travailler en équipe. Et ça, c'est très important. Donc, nous prenions l'alerte avec l'avion armé bombe de guerre. Et bien entendu, il n'était pas prévu qu'en entraînement, on fasse quoi que ce soit avec l'avion armé. Il y avait un seul exercice qui s'appelait roulage, RO, sur le grand tableau téléaffichage, RO comme roulage. Et ça consistait en 15 minutes, en 5 minutes ou le plus rapidement possible, selon le stade d'alerte, à mettre en route, dardard aller s'aligner sur la piste et de ne pas mettre plein gaz pour décoller. Et à partir de là, on était mesuré le temps de réaction de l'avion entre l'ordre de roulage et le moment où il aurait pu décoller. Donc ça permet de faire la transition vers la mission. Si ça n'avait pas été l'ordre RO apparaissant au tableau de téléaffichage, mais l'ordre DG, décollage guerre, je me souviens encore de l'acronyme. Là, comment ça se passait? Eh bien, la même chose, d'alerte, on allait le plus rapidement possible s'aligner. Il y avait des exercices qui permettaient de s'entraîner à savoir dans quel ordre il fallait s'aligner pour que le ravitailleur, pour les bases où était stationné également un ravitailleur en vol, et les Mirage 4, sans se gêner, puissent décoller rapidement, le plus rapidement possible, les uns derrière les autres. Une fois décollé, on rejoignait pas en croisière économique, en DMF, en distance maximum franchissable, à 0,9 de Mach. On rejoignait la zone de ravitaillement en vol, éventuellement en faisant une extension de navigation pour laisser le temps à notre ravitailleur d'y être là avant nous. On faisait un premier ravitaillement en vol. Juste avant ou juste après, le moment fatidique de la mission, c'était l'engagement nucléaire, était reçu par l'antenne, par le poste haute fréquence, l'antenne sur le bord d'attaque de la dérive, un ordre d'engagement qui était un code.
lequel était rentré par le navigateur sur un boîtier de décollage, c'est à peu près la même chose pour la SMP, et qui permettait d'introduire le cœur en plutonium qui était à l'extérieur de l'implosoir, qui permettait de le rentrer dans la sphère de l'implosoir et de la fermer. Et à partir de là, en mission de guerre, les ordres étaient très clairs. On peut vous raconter ce que vous voulez, vous n'obéissez plus à rien. Vous développez votre mission jusqu'à l'objectif. Donc la mission, après le ravitaillement, ça consistait à aller vers la zone d'objectif. On connaissait, on avait mesuré les portées de détection et les altitudes de détection des différentes défenses radar adverses. Et le but de la manœuvre, ça consistait par palier de descendre pour passer sous les lobes de détection radar. Une fois arrivé sur le run d'attaque, on le connaissait par cœur. Le profil on larguait les bidons dès qu'ils étaient vides, on larguait les cheminées pour que l'avion soit le plus lisse et le plus rapide possible. Et à partir de là, on accélérait, on descendait à 60 mètres d'altitude, on accélérait jusqu'à 600 nœuds, plus de 1100 km/h, et on suivait l'itinéraire avec la hauteur sol, en conservant cette hauteur sol de 60 mètres jusqu'à l'objectif. On a vu la façon d'opérer avec le bombardement en cabré, la manœuvre LAD. À l'issue, on revenait vers un ravitaillement, retour en configuration lisse. Mais à la limite, on savait tous que ça ne présentait qu'un intérêt parfaitement secondaire, parce que ça voulait dire que la dissuasion avait échoué. Voilà, c'est une brave bête, j'ai beaucoup d'émotions à le dire.